Il était une fois un vieux couple heureux, Mohammed Khairdin, tant il était grand. En rentrant, il trouva sa vieille épouse occupée à plumer des perdreaux. À la question de savoir d'où ils venaient, elle répondit: C'est ce vieux brigand d'Ahmed qui te les a apportés. Il a été à la chasse. Ah, l'ancien tueur pense encore à moi. Il est bien le seul à le faire ici. Eh bien, prépare-les comme il te plaira. J'ai une bonne recette, ce gibier délicat, tu verras. Fais comme il te plaira, répéta-t-il. Quant à moi, je commence à perdre la mémoire. J'ai été chez l'imam à la Midersa, mais j'ai oublié de lui porter un paquet de mon thé préféré. Il va falloir que j'y retourne après ma sieste. Après ma sieste. Inutile que tu y ailles. Je lui remettrai moi-même ce paquet en allant moudre mon orge à la minoterie, dit la vieille. À la minoterie? S'étonna le vieux. Mais tu disais que ce que je disais n'a plus aucune importance maintenant. J'y vais parce que mes épaules me font si mal que je ne peux plus faire tourner notre meule. J'ai une bonne excuse. Ah bon, je pensais seulement que tu avais soudain perdu la tête et choisi le parti de la modernité. Non, pour l'essentiel, je reste traditionnaliste. Trêve de plaisanterie. Je suis très content que tu sois délivré de cette corvée d'un autre âge. Il y a des machines bénéfiques et des machines maléfiques. Tout dépend de ce qu'on en fait. La minoterie est un don du ciel. L'automobile aussi, quand elle ne sert pas à provoquer l'ire des laissés pour compte. Et c'est pourquoi on en brûle lors des émeutes. L'auto est comme une femme aguichante qui joue trop de ses charmes. Elle lance constamment un appel au viol. Et ce n'est pas l'envie de tout casser qui manque à ces airs qui peuplent les villes. Ils y vont d'un cœur léger, en masse, mettent le feu à ce qui leur tombe sous la main. Et vas-y, encore une, l'incendie fait son œuvre à la grande joie de celui qui ne possède pas même un âne. On parle tous les jours de ces émeutes, de ces émeutiers à la radio. Les villes sont devenues un enfer pour le pauvre, comme pour le riche. Passé un moment, il se ressaisit et ajouta: Mais je parle, je parle, je parle. Je vais plutôt me faire un bon thé et me remettre au travail. Le sein me sollicite. La vieille ne dit mot. Le sachant dans un autre monde, elle se concentra sur la préparation du repas de midi, après avoir donné le foie des volatiles au chat roux qui était venu l'importuner. À l'extérieur, une brise fraîche adoucit les premières ondes de chaleur qui commençaient à chauffer le sol et les pierres avant de se répandre en un brasier insupportable. Point trop n'en faut, mon ami. Tu te réveilles la nuit pour écrire, du jamais vu pour toi, qui a toujours dormi comme une souche, dit la vieille, qui s'inquiétait un peu de l'agitation soudaine qui s'était emparée de son mari. C'est ce que je suis déterminée à finir cette œuvre. Et si je me lève la nuit pour travailler, c'est qu'alors elle m'est venue des idées et même des strophes entières qu'il faut noter sous peine de les voir se dissiper comme fumée dans un courant d'air, rétroqua le vieux, en extase devant un poème dont elle avait déjà rempli plus de la moitié du cahier vert. Je n'aimerais pas que ta santé en souffre, c'est tout. Ma santé, c'est quand je n'écris pas que je la perds à faire des futilités. Quand je suis à l'œuvre, au contraire, des forces neuves me viennent tout à coup, d'on ne sait où. Alors, dis-toi bien que c'est plutôt bénéfique. Tu te sens donc bien? Mieux qu'un genou. En tout cas, je vis pleinement ma vie en ce moment. Tu n'as donc rien remarqué? J'ai remarqué que tu avais un peu changé, dit-elle. Moi,
Je n'ai pas changé. Je vis seulement au même rythme que mon personnage. C'est un rythme d'enfer, mais il me plaît. Depuis quelques jours, le vieux mettait toute son énergie dans cette œuvre qui ne paraissait pas toucher à sa fin, car plus elle écrivait et plus il ressentait l'impérieux besoin de continuer. C'était donc une longue épopée, une sorte de roman de guerre mythologique qu'il rédigeait dans le silence monocal du petit salon. Et il se levait maintenant la nuit lorsque des images fulgurantes l'arrachaient au sommeil. Il y avait alors les scènes à décrire. Elle couchait sur le papier une page ou deux, parfois seulement une strophe, et il se rallongeait et se rendormait aussitôt. Cela ne le fatiguait pas, quoi que pense sa vieille femme. Il lui arrivait même d'oublier qu'il s'est levé pour écrire. C'est ainsi que le lendemain, elle découvrait de nombreuses pages toutes fraîches, dont il s'étonnait. Mais le plaisir était immense. Il travaillait d'arrache-pied pendant quelques semaines, puis un beau jour, il constata qu'il ne pouvait plus avancer. Le texte étant achevé, elle apprécia l'épaisseur des pages et vit qu'il y avait là de quoi faire un beau petit livre. Alors, elle décida d'aller consulter l'imam à la médersa, seul capable de le conseiller avec pertinence. « Je peux faire une belle copie par un de mes disciples, dit-il au vieux. C'est bon, garde le cahier, je reviendrai, dit-il, et il s'en alla. Revenant quelques jours plus tard, il constata que la copie de l'élève était un chef-d'œuvre de calligraphie. Cela lui donna une idée. « Nous devrions publier ce recueil comme ça, dit-il à l'imam. On n'a pas besoin d'imprimerie. Oh que si, on a toujours besoin d'un imprimeur, répondit l'imam. Il faut fabriquer le livre, en tirer des exemplaires, il faut des machines. Tirer 300 ou 500 exemplaires, à nous de voir. Je pense que 500 suffisent. Oui, cette calligraphie est supérieure au caractère d'imprimerie actuel. Nous pouvons la conserver, mais l'intervention d'un imprimeur reste indispensable. Ce que je vais faire maintenant, c'est garder non pas le manuscrit original, mais cette calligraphie dans un coffre métallique à la bibliothèque. Ensuite, j'attends. J'attends qu'un mécène tombe amoureux de la calligraphie. Après quoi, c'est possible qu'il y en ait un, mais ça sera long, dit le vieux. Et après un moment, il ajouta, tu sais, publier aujourd'hui ou dans un siècle, ça m'est égal. L'essentiel est que ce recueil soit en sûreté chez toi. Plus tard, il y aura forcément des gens qui le découvriront. Je pense comme toi, mais nous ferons notre possible pour l'éditer, si Dieu veut. L'intervention de l'imam fut si efficace que, moins d'un mois plus tard, un alim professeur de l'institut de Taroudan et ami de l'imam trouva la solution idéale. Ouvrir une souscription. Ce qui fut fait, le livre parut, mais l'événement resta sans écho car les médias ne s'intéressaient pas à la poésie berbère. Cependant, le vieux reçut des lettres d'admiration et eut même la visite inopinée d'un Reiss qui désirait mettre en musique et chanter certains de ses poèmes. Il refusa net cette offre, prétextant qu'il n'avait rien écrit d'autre que l'épopée elle-même. Mais en réalité, il ne voulait pas que l'on confondît poésie et chanson, poète et saltimbanque. Les gens ne faisaient pas la différence à son avis. Elle faisait cependant une exception pour Hajj Blade, chanteur qu'il considérait avant tout comme un poète, car ses textes n'avaient rien de folklorique, contrairement à ceux des autres qui étaient davantage des improvisations que des écrits inspirés et longuement mûris.
Mais le vieux ne put échapper à ce circuit. L'éditeur qui vint le voir à la Médersa exigea que ses poèmes soient à la fois imprimés et mis en musique sur des cassettes audiovisuelles par des chanteurs-compositeurs professionnels. Elle avoua tout de go que cela apporterait de l'argent. Bouchaïb s'entêta, s'emporta même en maudissant une fois de plus la modernité. Mais elle finit par céder à cette offre inattendue, car l'imam y voyait un beau signe, le signe que la langue berbère allait enfin entrer dans un nouveau cycle de vie. Après tout, tu n'as rien à perdre. Tu vas seulement gagner de l'argent honnête, dit-il au vieux. Bouchaïb eut donc assez d'argent pour en offrir une partie à la médersa qui avait besoin de réparation, car les pierres murales se disjoignaient par endroits. L'imam ne savait comment le remercier, mais le vieux l'interrompit. « Hé, sans toi, je ne serais qu'un air qui écrit. » Un de ces vieux patraques qui disparaissait sans laisser de traces. Un parfait inconnu. En sommet, ce qui compte, c'est qu'on me lise. Le reste importe peu. Je n'ai donc plus besoin de décrypteurs. C'est le bon côté de la modernité. Tout est facile de nos jours. La modernité n'est pas complètement négative, dit l'imam. Si on l'adopte dans les limites du raisonnable, oui, c'est ce qui échappe aux parvenus. J'allais dire la même chose, conclut le vieux. Bien qu'il fût rétif à la diffusion audiovisuelle de son œuvre, elle admettait volontiers que c'était un mal nécessaire, vu que la majorité de ceux qui auraient ainsi accès à sa poésie étaient des analphabètes, et que seule une élite triée sur le volet pourrait le lire dans le texte. Cette forme de communication avait d'ailleurs pris une proportion telle que l'exploitaient à fond les prêcheurs politiques, les chanteurs et les satiristes. En outre, une seule cassette était écoutée par des dizaines de personnes en même temps, dans les transports en commun par exemple, ou les cafés populaires. Mais le vieux préférait une élite lettrée qui savait goûter et apprécier la poésie à une foule peut-être admirative, mais sans imagination et sans autre compréhension que le tralala du saltimbanque. Pour elle, le sens n'avait aucun sens. À la fin, elle eut une petite pensée émue de ce peuple d'ignorants, et elle reconnut qu'il avait sans doute un peu d'imaginaire, et, pourquoi pas, des sentiments, qu'un mot, une idée ou une image pouvait libérer d'un coup. Après tout, ce sont des êtres humains. S'ils ne comprennent pas tout, ils réagissent quand même à certaines choses. Leur façon de percevoir le poème est seulement différente de la nôtre, qui est plus sophistiquée. Chez lui, elle fut accueillie par sa vieille épouse avec un large sourire. Elle n'attendit même pas qu'il fût assis pour dire « Hé, on a parlé de toi à la radio d'Agadir. » « De moi ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ? » « Que tu es un grand Andan. Et quelqu'un a lu un passage du saint. » « Ça alors, mais comment ont-ils pu avoir le livre ? Ce sont des gens du métier, hein ? » C'est vrai, elle fuit partout. Il lui révéla que ses poèmes seraient bientôt chantés par des raïs et enregistrés sur cassette. « Nous n'avons rien pour écouter une cassette, dit-elle. J'achèterai un lecteur au magasin du village, une marque japonaise. Il paraît que c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, je t'écouterai enfin. » Elle était visiblement heureuse d'avoir la possibilité d'entendre les écrits de son époux. Nous autres, qui ne savons ni lire ni écrire, ajouta-t-elle, ne sommes comme les bêtes. Il faut nous parler. La cassette est une bonne invention. Oui, oui, dit le vieux, un peu agacé. Mais savoir lire et écrire, c'est 1000 fois mieux. On comprend mieux la poésie. On ne rate presque rien. On prend plus de plaisir à lire qu'à écouter un poème.
Mais ce n'est que mon avis, un avis qui en vaut un autre. En tout cas, tu m'as rendue heureuse. Je suis vieille, mais heureuse de vivre ces événements en ta compagnie. J'ai toujours su que tu cachais une grande âme. C'est pourquoi je n'ai jamais souffert avec toi. Il n'y a qu'à écouter ce que disent les autres femmes pour comprendre. Elles en veulent toutes à leur conjoint. Elle a toujours quelque chose à se rapprocher. Celui-là, elle les bat, les maltraite, ne leur achète rien sauf un vêtement et des souliers de temps en temps, et elle exige d'elle une perfection absolue, qu'ils soient des anges. Quoi? Moi, je n'ai jamais eu à me plaindre de toi. Moi non plus, dit le vieux, mais j'ai constaté une chose. Le riche ne bat pas sa femme, seul le misérable bat la sienne. Sais-tu pourquoi? Non, répondit-elle. Eh bien, le riche n'a aucune raison de se comporter comme une brute. Le misérable, lui, a toutes les raisons du monde et de l'enfer d'agir comme tel. Quand il bat sa femme, il croit qu'il bat la misère. Sa femme, à la longue, finit par incarner la misère. Alors il la bat pour s'en délivrer. Pour se délivrer de sa femme, dit la vieille, non, de la misère. Alors qu'il est lui-même cette omniprésente misère qu'il voit autour de lui, mais pas en lui. Une misère qui lui colle à la peau, sans qu'il puisse s'en défaire. Pauvre diable! Ces gens-là sont à plaindre, car ce sont souvent des victimes qui ne se défendent pas. Ils se complaisent dans leur rôle subalterne, obséquieux, sournois, futiles. On leur applique toutes les épithètes dégradantes, et ils s'en accommodent. Oui, on finit par s'habituer à sa condition, et même par l'aimer. Quelques jours plus tard, le vieux se rendit au magasin du village. Il demanda qu'on lui présentât tous les lecteurs de cassettes disponibles. Ce qu'on fit. Alors, il sollicita l'avis du patron, qui s'y connaissait. « Si tu veux mon avis, prends celui-là et l'enregistre et lis les cassettes, » dit le marchand. « Non, dit le vieux, je préfère seulement les écouter. »« Bon, celui-là est parfait dans ce sens, et les japonais, je le prends. Donne-moi aussi des cassettes de Hajj Blade et une lampe à gaz. » On le servit. Il était content de ces deux achats. D'une part, la possession d'un lecteur de cassettes était devenue indispensable. D'autre part, celle d'une lampe à gaz assez puissante remplacerait avantageusement les lampes à carbure de calcium dont la flamme s'éteignait au moindre courant d'air. Sa vieille femme partagea son avis. « Mais nous nous modernisons en catimini, dit-il. Et ils rirent de ce bon mot adapté à la situation. Ce n'est pas en acquérant ces petites bricoles, ou même une voiture, qu'on est moderne. Il y a toute une éducation à faire avant de prétendre à la modernité. Tout le reste n'est que façade, affirma le vieux. Et après un silence, je dois encore avoir des cahiers vierges quelque part, je pense. Il n'y en a plus, dit la vieille. Tu te souviens? Je t'en avais montré un, que les rats avaient largement entamé. Tu l'as jeté au feu, c'était le dernier. J'en achèterai demain. De toute façon, je n'écris rien aujourd'hui. La poésie demande du temps, et puis, attendons de voir un peu le résultat de ce que j'ai déjà fait. Elle ne dit rien. Il ne comprenait rien à ces choses. Fort la cuisine et la vie courante en général. Tout le reste était nébuleux pour elle. Cependant, elle aimait écouter de la poésie, et elle était fière de son homme, ce qui la rendait encore plus heureuse. J'ai cependant le titre d'un futur poème dans la tête. C'est Tislit Woman, la fiancée de l'eau, ou l'arc-en-ciel en berbère. Mais de là à le produire, le vieux se tut. Elle le regarda un bon moment, puis
Elle osa dire: c'est un joli titre. Je suis sûre qu'il sera fait dans quelques jours. Peut-être. En tout cas, ça travaille dedans, dit-il, en tapotant du doigt sur sa tempe. Il y a déjà des images, des lambeaux de verre. Si c'est comme ça que ça se compose, oui, elle sera là bientôt, assurément. L'idée elle-même est claire. La fiancée de l'eau perd son amie à cause du soleil. Rendue folle par sa disparition, il monte au septième ciel, regarde un bon moment l'univers étoilé et noir, puis elle s'élance dans le vide sidéral. Dès lors, il n'y a plus de tonnerre, plus d'orage, aucune averse, aucune ondée. C'est le début d'une longue sécheresse sur terre. Les hommes ont beau faire des prières rogatoires, aucune goutte d'eau ne tombe plus du ciel. Les vallées s'assèchent, les cailloux apparaissent sous l'effet du vent. La désertification prend d'assaut les sols autrefois fertiles. Mais c'est inquiétant, dit la vieille. Oui, c'est inquiétant. Et je crains que ça ne soit prémonitoire. Car tu penses que tu possèdes le don de la divination? Tout vrai poète est plus ou moins divin, dit-il. C'est bien connu. Il y aura donc une sécheresse? Forcément, puisque le désert gagne du terrain tous les jours. Les gens ne respectent pas l'équilibre de la nature. Elles coupent trop d'arbres sans rien replanter à leur place. Cela modifie le climat. Quelques années suffisent alors pour transformer un lieu autrefois arable en un petit bout de désert totalement stérile. Après ça, va dire aux gens de cesser d'émigrer vers les villes. Chez nous, tant qu'il y aura de l'eau dans les puits, ça ira. Mais ailleurs, c'est-à-dire là où il n'existe pas de puits, mais seulement des citernes, que vient de temps en temps remplir l'eau de pluie, les habitants seront forcés d'acheter cette eau précieuse loin de chez eux et de la payer cher. Cette pratique est déjà courante un peu partout. Il suffit qu'il ne pleuve pas pour qu'on y recoure. Donc, mon poème n'est pas aussi prémonitoire qu'il le semble à première vue. La désertification est déjà là. Si tout cela est vrai, les pauvres d'ici vont souffrir, dit la vieille. Que mangeront-ils s'il ne pleut pas? Ils iront en ville, eux aussi. Ils s'ajouteront aux chômeurs et ainsi ils se tuent. Et ainsi, dit la vieille, continue. Ce sera pour eux une mésaventure et pour la société une plaie. Je connais le cas d'un homme qui est parti d'ici en emmenant sa femme, sa vieille fille et son fils. Il travaille comme contremaître dans des salines au nord d'El Jalida. Son fils, comme lui-même, vit dans un bled perdu. Il répare des télés, des radios sans avoir jamais appris le métier. Mais il s'en tire tant bien que mal. Il a un certain don du bricolage. Ça lui rapporte de quoi vivoter. Voyant qu'il avait ce petit métier assuré dans ce coin perdu, cet idiot s'est marié. Il a maintenant 3 gosses qui ne mangent pas à leur faim et ne portent rien sur le dos. Tu vois, un misérable reproduit forcément de la misère. J'ai lu quelque part que le rat, qui est un animal intelligent, sait réguler son groupe, contrôler le taux des naissances par exemple. Ainsi, lorsque la nourriture se raréfie, le nombre d'individus chute et ne se stabilise que si chaque rat mange à sa faim. Chez l'homme, c'est tout le contraire qui se passe. Le riche ne fait pas de famille nombreuse, le pauvre aussi. Un pauvre qui n'a déjà rien n'arrête pas d'engendrer une masse de gueux. C'est ça le comble. Et c'est dû à quoi? À un mauvais legs.
de la tradition. Avant, on devait avoir le plus d'enfants possible pour contrecarrer la mortalité infantile qui était permanente. Et parce qu'on avait besoin de bras pour travailler la terre, pour les vieux parents, c'était aussi la garantie d'avoir une retraite, sans souci. À l'époque, la famille était soudée, homogène. Ce comportement était donc valable. Mais aujourd'hui, il ne l'est plus. On devrait faire comprendre ça à ces miséreux qui se reproduisent comme des lapins. Mais un misérable est d'abord un ignorant patenté. On ne peut rien lui faire admettre, et le plus souvent, il impute sa misérable condition à la fatalité. Ce dont manque ce pays, c'est un bon système éducatif, pour commencer. Il n'y a même pas d'école dans certains villages. Il n'y a que l'école coranique pour les petits. Seuls les enfants de riches ont droit à une bonne éducation. Dans les villes, elles suivent les cours d'institutions privées. Après quoi, on les envoie en Europe ou en Amérique. Ils obtiennent des diplômes solides. Quant aux autres, eh bien, les autres restent justement les autres, c'est-à-dire rien. En général, ils n'achèvent pas leurs études médiocres. Ils se contentent d'une licence et, aussitôt, commencent à chercher un emploi. Alors que de vrais diplômés chôment. L'autre jour, à la radio, il en était question. Ces gens-là cherchent seulement un travail qui leur donne de quoi vivre. Mais il n'y a rien. Pendant ce temps, les parvenus... Il n'acheva pas sa phrase. L'image du parvenu lui était soudain apparue, si monstrueuse qu'il cligna des yeux, comme si celui-ci s'était d'un coup matérialisé devant lui. Pendant ce temps, répéta la vieille, je n'achève pas. Le parvenu est une honte. Quand on voit tout le reste, on a envie de lui crier bien fort, sale ordure, ne vois-tu pas que tu as les pieds dans la merde? La vieille éclata de rire. Oui, cet imbécile marche dans la merde, il ne voit rien, ne sent rien, répéta le vieux. Un jour, qu'il faisait une chaleur particulièrement saisissante, et en milieu d'après-midi, le vieux qui écrivait entendit une rumeur lointaine, suivie d'un énorme vacarme, comme celui d'une armée qui part à l'assaut d'un front qu'il n'a de cesse d'enlever malgré le courage de ses défenseurs retranchés derrière une muraille de fer et de feu. Ce bruit inhabituel le distrayait de son travail. Il reposa le porte-plume à côté de l'encrier sur la petite table ronde, se leva et se posta à une fenêtre. Il vit d'abord un nuage de fumée, puis, en abaissant les yeux, à hauteur du paysage, un champ de flammes. C'était un incendie qui ravageait l'un des plus beaux vergers de la région. Il n'y avait pas moyen de l'éteindre malgré le concours des pompes à eau des environs, qui s'étaient toutes mises à pétarader. Puis, le tumulte se transforma en cris, injures, menaces. Impuissants, les gens grouillaient autour du sinistre comme une fourmilière affolée. Le feu s'éteignait de lui-même, ne laissait derrière lui que des cendres et des troncs calcinés. Malgré la distance, le vieux pouvait reconnaître les cris de rage du propriétaire. C'est le verger d'amour qui a flambé, dit-il. Il y a à parier qu'il a déjà trouvé un coupable, parmi ceux-là même qui sont venus l'aider. Il va donc nettoyer et assiquer sa vieille pétoire à poudre noire et se préparer au combat comme au bon vieux temps. Il faut le comprendre. Le pauvre vieux vient de perdre sa seule fortune, ce verger précisément. C'est abominable. Si on a mis délibérément le feu au verger, je trouve ça abominable, dit la vieille.
Je ne vois personne mettre exprès le feu à ce verger, moi, dit le vieux. Il fait très chaud et les rayons du soleil sont vifs. Il suffit d'un bout de métal ou de verre pour déclencher le feu. C'est peut-être ce qui s'est arrivé. Le lendemain, le vieux apprit qu'on avait trouvé sur place des canettes de bière brisées et des mégots. Et comme il l'avait pressenti, Omouh avait ressorti son arsenal guerrier d'autrefois pour en découdre. Mais le Muqaddam le lui avait confisqué. L'enquête révéla qu'on avait fait l'annonce en pleine nuit. Il n'y avait donc pas de coupable, ni de plainte à déposer. On en reste là. Ce vieil animal aura un autre verger, tu verras, dit le vieux. Elle est l'amie des parvenus. Que dis-je? C'est leur homme à tout faire et le guide de chasse, car il est expert en la matière. Il doit bien en tirer des bénéfices. C'est honteux quand même, boire dans un verger qui n'est pas le vôtre, et en pleine nuit, comme un voleur. Ce sont ces gens qui viennent de la ville. Ils font ça pour briser les tabous, expliqua le vieux. Des vacanciers qui auraient plutôt dû courir les filles sur les plages du Nord, qui sont, ma foi, très propres et très belles. Mais cela, Omouh ne les touchera pas. Ce sont les enfants de ses nouveaux amis. Et puis, tu sais, à cette heure, elle a déjà sans doute été dédommagée par ces messieurs, qui n'aiment pas le scandale. Certainement, ce vieux filou a dû toucher quelque chose, un gros paquet. Sinon, il serait allé tout droit au bureau de Caïd ou chez les gendarmes. Bien visé. Il n'a fait ni l'un ni l'autre. D'autres plans vont arriver ces jours-ci. Il replantera, car elle aime le faire, avec un ou deux ouvriers agricoles pour l'assister et pour que ça aille plus vite, dit le vieux. Son fils unique est toujours à Casa? Demanda la vieille. Oui, c'est un dégénéré, un vaurien. Le père lui a laissé un magasin bien garni, mais elle a tout claqué avec des putains et trouvé le moyen de faire des dettes bancaires. Et elle a abandonné ici, sur les bras du père, une femme légitime et des enfants. Incroyable! Et le frère de Mouh, ce borgne, celui-là, c'est un parfait salopard. Il est l'œil et l'oreille des gendarmes, un mouchard. Pas mal d'opposants ont pâti de ses confidences à la gendarmerie. Quelle famille, comme tu dis, au Mouh, qui est vieux, s'est pourtant remarié avec une jeune de 18 ans, une pauvresse. On dirait qu'il est aussi vigoureux qu'un jeune taureau. Ils rirent. La vieille préparait le thé. Le vieux, qui s'était rassis, avait devant lui, sur la petite table, un gros cahier ouvert où il écrivait son nouveau poème, Tislit Woman. C'est que précisément il l'est, dit la vieille femme. Je l'ai vu passer à la ménoterie l'autre jour. On ne lui donnerait pas l'âge qu'elle a réellement. Il existe des natures comme celle-là, qui défient les années, affirma le vieux. Or, celui-là a tâté de l'aventure. C'est un ancien baroudeur. Il sait fabriquer la poudre et couler des balles de plomb. Elle a toujours son matériel caché quelque part dans la maison. Une maison qui ressemble plutôt à un labyrinthe, tant elle est sombre et truffée de pièges et de détours. C'est qu'elle est méfiant, le vieux bouc. Il se défierait de son ombre. Et ses ennemis d'hier, qui sont encore en vie, savent à quoi s'en tenir. Quand il menaçait un tel, celui-ci devait de son côté se préparer au combat. Ils sont tous les mêmes, ils ont tous leurs vieilles armes, fusils à poudre noire et poignards. Mais ils ne s'en servent plus. Bon, donne-moi de ce thé. Je vais continuer mon poème. Écoute encore ce que je vais dire.
J'ai assisté dans le temps à un incendie moins spectaculaire. C'était la clôture épineuse d'une maison qui flambait. Eh bien, la solidarité était telle que les femmes et les hommes avaient spontanément constitué une chaîne humaine leur permettant de se passer de main en main les récipients, et cela depuis le puits jusqu'à la maison menacée. Cet incendie de clôture fut éteint très vite, et la maison, qui était juste derrière, ne présentait aucune trace de flamme à l'extérieur. Cette solidarité n'existe plus. Si aujourd'hui une maison de pauvres brûle, on la laisse brûler, c'est tout. Elle but une gorgée de thé chaud, fuma et reprit. J'ai presque fini mon poème. Écoute ces vers. Tislit Waman éploré, hurla du haut des mots. Soleil maudit, tu as tué l'époux splendide de la terre. Le soleil dit, retire-toi, tu charmes les autres. Avec mes propres rayons, avec mon cœur rutilant, mon feu roulant, et tu m'oublies, moi, soldat de la nuit et du jour. J'en suis là, dit le vieux, qu'en dis-tu? C'est beau, en effet, l'arc-en-ciel c'est à la fois eau et lumière, mais qui a raison dans l'histoire? Le plus fort. La nature a toujours raison, affirma le vieux, et il reprit sa plume. Un matin, on frappe à la porte, et ce fut le vieux qui alla ouvrir. Sa surprise fut tellement forte en reconnaissant le visiteur qu'il faillit en perdre la parole. C'était son vieil ami de France qui revenait ici après bientôt 30 ans d'exil total.